Bonjour à tous et bienvenue pour la 6e édition de la Nuit des idées qui propose cette année le thème proche avec un S. Et on parle des rapports, nos rapports à l'espace et aux autres pour chacun d'entre nous et au sein de nos sociétés. La Nuit des idées est un événement international initié par l'Institut français et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. L'entretien qui suit est proposé par l'Institut français de Roumanie à Timișoara. Je suis Mihaela Dedeoğlu et j'ai l'honneur de discuter ce soir avec Eva Illouz, sociologue et universitaire. Bonsoir Eva Illouz. Bonsoir Mihaela. Vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et également professeure de sociologie à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels, si vous me permettez, je vais citer Les sentiments du capitalisme, paru en 2006. Ensuite, Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité. Hard Romance, 50 nuances de Grey et nous, en Seuil en 2014. Ensuite, 2018, Happycracy, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. En 2018, Les marchandises émotionnelles, l'authenticité au temps du capitalisme. Et puis en 2020, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, paru, comme je disais, l'année dernière au Seuil. Alors, bien évidemment, comme je disais, le thème est proche et ma première question serait qu'est-ce que ça représente, ce mot proche, pour vous? C'est une belle question et je trouve que c'est aussi un très beau thème, évidemment, avec une pointe, je dirais, douce amère d'ironie, étant donné qu'on est dans une période de distanciation sociale. Alors évidemment, si vous m'aviez posé cette question avant la crise sanitaire que nous vivons, j'aurais dit que le proche, c'est celui à qui on doit rendre des comptes. C'est celui qui peut aussi nous demander des comptes. C'est un peu comme ça que je le définirais spontanément. C'est une définition qui, de façon assez consciente, va à l'encontre de la façon dont on définit souvent les proches. Je pense que dans la modernité, on définit la proximité émotionnelle par la métaphore de la nudité. Pour moi, c'est ceux à qui je dois quelque chose. Et en général, aujourd'hui, du moins, ça a une signification émotionnelle. Les proches, dans le contexte de la crise sanitaire que vous évoquez, c'est aussi celui maintenant qui est désormais le proche de moi spatialement. Donc c'est à la fois celui qui peut-être me pose un danger, puisqu'il est peut-être porteur d'un virus qui peut éventuellement me tuer. Et c'est celui aussi dont je suis responsable, puisque je peux moi le tuer en étant porteuse moi-même de ce virus. Donc je dirais que on n'a jamais autant, si vous voulez, vécu le mélange des deux significations du mot proche. À la fois, le proche, c'est à la fois celui qui m'est proche émotionnellement, à qui je dois des choses en vertu de notre histoire commune, en vertu de ce qu'on s'est donné. Et le proche, c'est aussi celui à qui je dois quelque chose, simplement en vertu de sa proximité spatiale. Évidemment, c'est une réponse que je ne vous aurais jamais donnée il y a un an. Alors, bien évidemment, nous sommes restés assez loin de nos proches pendant la dernière année, et certains pays ont recours depuis peu ou se dirigent vers à nouveau vers un confinement. Comment cette distance avec nos proches, comment cet éloignement, comment cette proximité dans l'éloignement a changé éventuellement nos sociétés la dernière année? Est-ce que vous avez remarqué des grands changements dans notre manière de vivre en société?
Écoutez, il y a des changements spectaculaires, je dirais. Les loisirs qui finalement font partie intégrale de nos vies. Les loisirs ont été quasiment effacés. Les voyages aussi. En fait, je dirais que tout ce qui est en dehors du travail a été quasiment effacé. Que ce soit ce qu'on appelle la culture, les loisirs et les voyages. Curieusement, tout ce qui caractérise précisément le développement de l'économie mondiale après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les secteurs qui se sont le plus développés finalement, qui ont été aussi le plus touchés. Je dirais que les individus ont dû prendre en charge, ont dû prendre le relais d'institutions qui ne pouvaient plus fonctionner. Alors c'est un peu moins vrai pendant le deuxième ou troisième confinement, mais ça l'a certainement été pendant le premier, par exemple les écoles. Mais ça dépend des pays, puisque en Israël, par exemple, les écoles ont très peu fonctionné pendant cette dernière année. Donc les individus ont dû prendre le relais d'institutions qui normalement sont là pour structurer de l'extérieur en quelque sorte la famille. Les inégalités sociales se sont creusées de façon exceptionnelle. Je pense que il y a peu d'occasions dans l'histoire où des inégalités sociales peuvent se creuser en un temps aussi court, puisqu'on sait que les sociétés, les compagnies qui ont survécu très bien la crise, comme par exemple Amazon ou les supermarchés d'alimentation, etc., se sont incroyablement enrichis, alors que des petits commerces définis comme non essentiels, eux se sont considérablement appauvris, si ce n'est tombés dans la faillite. Donc il y a eu un accroissement des inégalités très très fort. Et puis peut-être, je mentionnerai aussi que la différence entre le style de vie des gens en couple et le style de vie des gens célibataires est devenue plus marquée. Cette différence s'est peut-être marquée et accentuée parce que ce qui n'a pas été possible, ou ce qui est beaucoup moins possible depuis un an, c'est la rencontre inattendue. C'est le fait de rencontrer des gens dans des soirées. C'est ce sentiment du possible, de l'inattendu qui s'est amoindri et qui donc du coup, je pense, a plus touché peut-être les célibataires que les gens en couple. Et puis, je mentionnerai peut-être, dernier élément, lui aussi évident dont on a beaucoup parlé, mais le télétravail. Le télétravail qui, à mon avis, et je le regrette beaucoup, va rester avec nous. Et ça a permis à des entreprises d'abord de comprendre qu'elles pouvaient faire l'économie de location de locaux. Et ensuite, beaucoup d'entreprises, à mon avis, vont licencier des gens puisqu'elles ont compris qu'elles pouvaient travailler avec moins de gens. Mais ça veut dire aussi qu'on a créé un processus où l'espace va devenir de plus en plus, l'espace concret, je veux dire, va devenir optionnel. Ça va devenir une option dans le menu de la vie sociale. Et c'est un processus qui peut-être se serait produit à un moment donné ou à un autre, mais ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus longtemps avant qu'il n'aboutisse. Or là, en fait, en un an, on a compacté des processus économiques et sociaux et culturels de façon très rapide et très concentrée. Est-ce que vous pensez que ces changements sont durables? Certains d'entre elles, surtout, peut-être. Quand la crise sera terminée, peut-être qu'on va revenir à ce qu'on connaissait avant. Oui, mais Michaela, je ne sais pas si la crise va se terminer, enfin, ou en tout cas comment elle va se terminer. Je pensais jusqu'à il y a 2-3 semaines qu'il s'agissait d'une crise
Et de plus en plus, je me dis, avec ébahissement et effroi, qu'il s'agit peut-être d'une rupture et pas d'une crise. C'est-à-dire que peut-être on est en train de basculer dans un monde qui va être différent de celui d'hier. Je ne sais pas, je dis simplement que pour la première fois, c'est une possibilité que j'envisage. Il y a peut-être, on va peut-être raconter à nos petits-enfants, vous et moi, qu'il y avait un monde d'avant. Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment infectiologue pour comprendre la nature de ce qu'on est en train de vivre et combien de temps ça peut prendre à l'humanité pour surmonter ce qu'elle est en train de vivre. Mais il me semble que ça va être un peu plus long que l'année et demie. Moi, j'avais donné au départ un an et demi à ce virus pour nous embêter. Il n'est pas impossible que ce soit beaucoup plus long, d'autant que les variantes peuvent rallonger considérablement ce temps de crise. Alors, ce qui va rester de ça, quand on sortira, si on sort de cette crise, écoutez, je ne sais pas, mais je pense que le télétravail va rester. Je pense que le Zoom va rester. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, qui ont compris que on pouvait très bien ne pas être dans les avions constamment et vivre quasiment dans un aéroport, mais que comme on peut le faire là, vous et moi, on peut avoir très bien une discussion sans quitter sa cuisine, ce que vous et moi sommes en train de faire. Donc ça, je crois que ça va rester. Quelque chose de cela va rester. Moi, je sais que j'ai compris que je n'avais pas besoin effectivement de prendre l'avion tous les lundis et mercredis pour aller aux quatre coins du monde. Et je dois dire que ça, par contre, ça a été c'est un grand soulagement pour moi de découvrir ça et de ne pas trop bouger. Donc ça va rester, je pense. Réfléchissons ensemble à ce qui peut peut-être rester. Je pense qu'il y a une pénétration, peut-être qu'il va y avoir une pénétration de l'Internet dans la vie des gens qui va rester. J'ai des amis, par exemple, qui me disent qu'ils ne voyaient jamais de films sur leur ordinateur. Et d'ailleurs, moi aussi, je n'ai jamais vu un film quasiment sur mon ordinateur. Or, c'est devenu une pratique courante maintenant. Je sortais beaucoup plus volontiers, j'allais au cinéma. Donc voilà, je pense que toutes ces pratiques qui sont liées en fait à l'ordinateur vont rester ou vont affecter considérablement notre quotidien. Donc moi, je dirais que cette crise du coronavirus est une crise sanitaire économique terrible, mais c'est une grande victoire et une grande fête. Ça va être la grande fête, c'est la grande fête pour toutes les GAFA. C'est vraiment, à mon avis, c'est la période qui va marquer l'implantation définitive et le pouvoir définitif des GAFA sur nos vies. C'est pour ça qu'il devient extrêmement urgent politiquement d'agir pour leur donner un peu moins de pouvoir. Vous avez parlé tout à l'heure des changements qui existent au niveau des couples, des personnes célibataires. On m'a suggéré de vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, sur les rencontres amoureuses? Parce que vous parlez d'Internet et de comment les gens aujourd'hui se rencontrent sur Internet. Est-ce que dans ce domaine de la rencontre amoureuse, vous pensez que les choses ont changé? Je parle de la rencontre amoureuse via les réseaux sociaux. Je vais vous poser une question très importante, mais je ne sais pas si je sais très bien, parce que je n'ai pas interviewé des gens. Alors, je sais, pour avoir lu des articles, que par exemple, il y avait une augmentation du cybersex, du sexe, des relations sexuelles qu'on faisait à travers un écran. Je sais aussi que les gens pratiquent beaucoup les vidéo chats pour se rencontrer, en fait,
parce qu'ils ont peur de la rencontre physique. Mais cette situation met quand même en jeu deux choses, me semble-t-il. Et c'est là le sens de votre question. La première chose, c'est le risque, puisque rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est en général le but de ces sites de rencontre, c'est quand même de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça présuppose de prendre un risque, un risque puisqu'on ne sait pas, on ne sait pas grand-chose des habitudes, en tout cas sanitaires de cette personne. Le rapport que les individus entretiennent à un risque n'est pas une chose qui a été très bien étudiée. Alors, c'est peut-être équivalent à une autre période où il y avait un autre virus qui a secoué nos sociétés, c'est le sida. Mais le sida, je dirais qu'on s'était pas tellement posé la question parce que ça concernait la communauté homosexuelle ou la communauté des gens qui utilisaient des seringues contaminées. Et à cette époque-là, les hétérosexuels n'avaient pas su vraiment en faire aussi leur problème, véritablement. C'était resté le problème des homosexuels. Mais je dirais qu'aujourd'hui, un peu par rapport à cette question que vous me posez, on se retrouve un peu face au problème que les homosexuels avaient au temps du sida, avec cette différence quand même que pour le sida, on pouvait se protéger. Il me semble qu'avec une capote, plus ou moins, on était plus ou moins protégés. Peut-être pas parfaitement, alors que là, c'est pas le cas. Puisque le virus est respiratoire, la simple proximité physique avec quelqu'un sans même attouchement peut être elle-même dangereuse. Donc je disais que la première chose, c'est le rapport qu'on a au risque par rapport à votre question. Et la deuxième chose, c'est la confiance. La confiance ou ce qu'on est en droit de demander de quelqu'un d'autre. Qui a un rapport au risque sanitaire différent du nôtre. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui est assez difficile à négocier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui risque de compliquer, encore une fois, les rapports ou les entrées en rapport, puisque je peux avoir, moi, par exemple, je peux être obsessionnelle, par exemple, avoir un rapport obsessionnel à mon hygiène sanitaire, mais je ne peux pas demander ça à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça va considérablement compliquer mon rapport à cette personne-là. Donc, voilà, pour moi, ce sont ces deux questions sociologiques que ça pose. Quelle est la tolérance qu'on a par rapport au risque et quelle est la gestion du risque que différents individus ont. Et deuxièmement, comment se négocie la confiance qu'on peut avoir en quelqu'un d'autre, puisque la confiance, c'est quelque chose qui se construit typiquement au fil du temps, alors qu'il s'agit là souvent de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, donc ce sont deux gros sujets sociologiques. Et notamment pour le dernier, comment on négociait ce rapprochement avec quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux. Est-ce que aujourd'hui on fait des études sociologiques là-dessus? Est-ce que vous commencez à poser des questions pour voir? Je suis désolée, mais je ne sais pas. C'est une question passionnante. Si vous avez une réponse, dites-la moi. Donc, pour revenir un peu à la situation de la culture, vous m'avez évoqué tout à l'heure que vous avez commencé à regarder des films sur Internet récemment à cause de cette pandémie. Moi, je connais des gens qui ont découvert le théâtre sur Internet à cause de cette pandémie, qui n'avaient jamais été dans une salle de théâtre ou l'opéra. Et je me suis posé la question si il est possible de transmettre une culture dans le sens très large.
du terme, uniquement à travers Internet. Est-ce qu'Internet, ça peut suffire? Je ne sais pas si ma question elle est bien posée dans un sens très sociologique, mais donc vous parlez voilà. Une situation dystopique où il y aurait plus d'éducateurs et plus de parents et plus, disons, plus de société et où on vivrait dans un monde virtuel. C'est-à-dire que quand on va au théâtre, on regarde un spectacle, mais on participe avec d'autres gens à cet événement. Donc, ce qu'on ressent dans une salle de théâtre, c'est aussi une question de partage. Quand on va au cinéma, dans une grande salle de cinéma, si tout le monde rit, peut-être que nous rions ensemble. C'est quelque chose de partagé, des émotions partagées. Quand cette culture est transmise juste dans un événement très solitaire, très face à face avec l'ordinateur, je me dis, mais je suis pas un spécialiste, que je ne sais pas comment on arrive à construire une culture commune uniquement à travers la transmission via Internet. D'accord. Alors, oui, c'est une très belle question et je ne sais pas si j'y ai moi-même vraiment réfléchi, mais il me semble qu'il y a deux significations mots communs là que vous avez utilisées qui n'est pas équivalente. Les deux significations ne sont pas équivalentes. La première, c'est commun dans le sens où on est ensemble. Vous parlez de l'ensemble, d'être avec d'autres gens et donc de partager en même temps. Vous parlez de la synchronicité, de la capacité de partager en même temps quelque chose, un événement. Comme par exemple quand Sadat et Begin se sont rencontrés pour faire la paix. Eh ben, vous aviez toutes les chaînes du monde, les chaînes de télévision du monde entier qui retransmettaient cet événement et qui a fait que beaucoup de gens en même temps sur la planète ont participé à cet événement. Alors, vous avez absolument raison. Je pense que il y a deux choses qui sont en jeu dans l'Internet, disons, qui fracturent cet ensemble plutôt. C'est le fait qu'on consomme ces événements culturels dans des espaces souvent différents d'autres. On est seul devant son écran et les écrans en fait souvent se prêtent à une consommation individuelle effectivement. Et puis il y a la question de la synchronicité qui effectivement est complètement explosée. On ne consomme pas les mêmes choses au même moment puisque c'est bien de ça qu'il s'agit sur l'Internet. Alors donc dans ce sens-là, ce qui est ensemble explose. Oui, vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, je pense que c'est une source disons de fracturation du tissu social. Mais le deuxième ensemble, il me semble que l'autre partie de votre question contenait une autre signification du mot commun. Vous avez posé la question culture commune, c'est-à-dire est-ce que on peut par l'Internet être exposé finalement aux mêmes valeurs, aux mêmes modèles, aux mêmes idéaux. Et là, alors j'ai envie de dire que en principe, pourquoi pas? Simplement, l'Internet est un énorme, disons, c'est un dépotoir gigantesque. On y trouve absolument tout. Il y a un chaos immense qui règne dans l'Internet. Et il est possible qu'une des raisons pour lesquelles on observe une très forte polarisation politique aux États-Unis, comme en Europe, comme en Israël, est entre autres dû au fait que chacun va chercher ce qu'il veut dans l'Internet et que du coup, chacun va entamer un processus où il va renforcer son opinion et il va être exposé qu'à des opinions et à des gens qui sont d'accord avec lui. Donc, pour faire écho à votre question, c'est pas impossible, mais il semblerait, je suis prudente, il semblerait que l'Internet favorise au contraire la fragmentation et plus que la fragmentation, la polarisation
des opinions et l'extrémisation aussi. Et le fait que les opinions non seulement diffèrent de façon de plus en plus aiguë d'autres opinions, mais qu'elles s'extrémisent aussi. Il y a aussi ce processus parce que plus une opinion est extrême et plus elle a de chances de circuler sur l'internet. Donc il est possible en fait que nous assistions effectivement et à une fragmentation des savoirs et des cultures et à une polarisation, ce qui n'est pas le même processus. Donc voilà, il y a un paquet de normes sociales qu'on connaît, chacun dans nos sociétés. Via Internet, cette transmission des normes sociales a changé complètement. Moi, je pensais surtout que ce qu'on vit, la manière dont on se comporte dans une société occidentale n'est peut-être pas pareil. Enfin, ce paquet de normes sociales est, je sais pas, d'une façon compris d'une façon en Allemagne, en France, et d'une autre façon en Amérique du Sud, et d'une autre façon à l'Extrême-Orient. Enfin, il y a quand même un mélange de cultures, et sur Internet, en fait, tout est mélangé. C'est difficile. On se dirige peut-être vers une culture très globalisée. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais ça n'a pas commencé avec l'Internet. McDonald's, d'ailleurs, McDonald's a, je dirais, été le signe précurseur, ou même pas précurseur, peut-être le symbole de ce processus. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que certains sociologues parlent de McDonaldisation de la culture et du monde, finalement, ce qui veut dire pas mal de choses. Enfin, McDonaldisation, il ne s'agit pas simplement de la diffusion à l'échelle globale d'un produit, et qui est, alors, dont l'essence, j'ai envie de dire, l'essence d'un McDonald's, c'est que vous allez manger la même chose que vous soyez à Moscou, à Pékin ou à Paris. C'est ça l'essence du McDonald's. C'est qu'il y a on a les mêmes machines, on a un temps très particulier pour cuisiner les pommes de terre. Les pommes de terre doivent être d'une variété très particulière. C'est ça la McDonaldisation. C'est tout faire pour recréer une expérience absolument semblable où que vous soyez dans le monde. Alors l'Internet, il me semble que l'Internet essaye de donner, alors il s'agit évidemment de globalisation, mais il essaye de donner l'expérience inverse. C'est-à-dire que au lieu de consommer un produit qui se ressemble, qui est le même partout, on va en fait, ce qu'on va consommer, c'est soi-même. C'est un soi individualisé. Alors, si que ce soit ce type de film, ou que ce soit ce type de pornographie, ou que ce soit ce type de nouvelles, ou ces Facebook, ces réseaux sociaux, ces photos que je montre, etc., ce dont on fait l'expérience continue et constante sur l'Internet, on fait l'expérience de sa propre individualité, différente des autres. Voilà, mais donc ça ne veut pas dire qu'on ne baigne pas dans une culture globale, je suis d'accord, mais ça veut dire que le produit qu'on consomme, c'est d'abord nous-mêmes, et c'est à travers, par exemple, les réseaux sociaux, et c'est un moi qu'on essaye de singulariser le plus possible. Donc il s'agit de créer constamment à travers l'Internet des singularités. J'imagine, Eva Illouz, que ce n'est pas une période très facile, ni pour les sociologues, ni pour les anthropologues, ni même pour les architectes, parce que nous, les communs des mortels, on se dirige toujours vers vous pour avoir des réponses à nos questions, ou même à nos questions que nous n'arrivons pas à poser, car c'est une période dont nous n'avons pas encore compris ni les conséquences. Enfin, on ne connaît pas les conséquences, on ne sait pas vers quoi nous nous dirigeons. Vous êtes une spécialiste des sentiments. J'avais envie de vous demander quels sont les sentiments
qui gouverne nos sociétés aujourd'hui? C'est une vaste question. Je dirais, sans réfléchir, sans trop réfléchir, mais j'ai envie de dire la peur et la colère. La peur parce qu'il s'agit de quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, parce qu'un virus est invisible, parce qu'on ne sait pas encore s'en défendre très très bien, et colère parce que on ne sait pas, parce que beaucoup de gens ont perdu finalement leur vie. Leur vie, je veux dire, ce qui faisait le contenu de leur vie. Beaucoup de gens sont au chômage, ont dû fermer leur commerce, ont vu leur liberté réduite à néant, ne peuvent plus bouger, se sentent en fait l'objet d'un État autoritaire. Donc on est en fait dans une situation, je dirais, de régression. Alors, je n'aime pas beaucoup, pour être franche, utiliser des analogies psychiques ou psychologiques, mais je vais en utiliser une. Il me semble qu'on est dans un état de régression psychique, de dépendance, à la fois de dépendance et à la fois de rejet, où on se sent en même temps très dépendant de l'État, mais où en même temps, dans beaucoup d'endroits, on veut rejeter l'État. Où en même temps, on sait qu'il n'y a que l'État qui peut véritablement gérer cette crise et la régler. Mais de l'autre côté, on en veut beaucoup à l'État de ne pas avoir fait davantage pour nous aider, pour aller plus vite dans les vaccinations, pour distribuer des masques et que sais-je. Donc on est dans une situation psychique paradoxale, si vous voulez. C'est comme l'enfant qui est terrorisé que ses parents le lâchent, qui se sent dépendant finalement du parent pour sa survie, et qui en même temps est très en colère et dans un état de rage que le parent ne soit pas plus là, et qui est d'autant plus en colère finalement qu'il a aussi très peur. Donc il me semble qu'on est dans cette situation, puisqu'on voit que des endroits comme Israël ou la France, il me semble que c'est des endroits où on sent il y a un bouillon, une ébullition, disons, de révolte, où il y a un vent de révolte qui souffle de façon assez forte. C'est le cas aussi aux États-Unis, enfin en tout cas jusqu'à ce que Biden soit élu. En Allemagne, ça a été le cas. Donc, il y a beaucoup de pays quand même où la colère sociale s'est mélangée à la peur sanitaire. C'est un peu, c'est ça qui m'a frappé, moi, c'est ce mélange paradoxal. Est-ce que l'État peut faire autre chose, à votre avis, pour changer cette situation? Ah là, je ne sais pas. Vous voulez dire, est-ce que l'État... alors, d'abord, il faudrait savoir où, de quel pays vous parlez. Moi, vous savez, j'aime bien ce que Aaron disait. Il fallait se mettre à la place des dirigeants avant d'en parler finalement. Et alors, en ce qui me concerne, disons qu'il y a des erreurs que je peux comprendre et d'autres peut-être qui sont plus difficiles à comprendre. Voilà, par exemple en Israël, pourquoi est-ce qu'on a dû fermer les tribunaux, par exemple, tout le système légal? Pourquoi est-ce qu'on a dû fermer la culture? Pourquoi est-ce que les musées, par exemple, sont supposés être plus dangereux, ou les librairies? Pourquoi est-ce qu'elles sont plus dangereuses que des magasins de vêtements? C'est assez incompréhensible. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu beaucoup de décisions qui ou bien ont été arbitraires ou bien ont semblé arbitraires. Et personnellement, moi, c'est l'arbitraire quand je comprends pas quand l'État prend des décisions
que moi et d'autres ne comprenons pas, c'est ce qui est plus susceptible de réveiller ma colère. Alors, il faut aussi souligner que l'État a fait beaucoup aussi. L'État se sont considérablement endettés et ont finalement assisté, ont donné une assistance financière qui n'a pas de précédent, me semble-t-il. Et alors, certains auraient voulu que cette aide financière soit plus élevée. Par exemple, aux États-Unis, l'aide de Biden que Biden veut donner a été critiquée par certains. On a voulu qu'il donne des chèques, non pas de, me semble-t-il, $1,400, mais de $2,000. Je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qui est en jeu. Je ne sais pas, en fait, à combien s'élèverait la dette si on changeait ça ou ça. Mais moi, je dirais que pour moi, certains États n'ont pas fait suffisamment. Israël, par exemple, a fait beaucoup moins que d'autres pays, même si elle est allée beaucoup plus vite sur le plan de la vaccination. Et ouais, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une crise sans précédent. Il s'agit et alors, ce qui a été aussi intéressant, c'est que finalement, c'est la première fois qu'on met la raison sanitaire avant toute chose. C'est la première fois qu'il y a des confinements à l'échelle nationale et à l'échelle planétaire. On n'a jamais vu ça. On n'avait pas vu ça pendant la grippe espagnole. On n'a jamais vu ça même pendant la grippe de Hong Kong. On n'a quasiment jamais vu ça. On n'a jamais fait des confinements à l'échelle nationale. Et donc, il s'agit véritablement d'un événement historique. Événement au sens, si vous voulez, philosophique du terme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a pas de précédent. Même si les pandémies, évidemment, ont toujours existé. Mais le fait de mettre la raison sanitaire avant la raison économique, il me semble que ça n'a pas de précédent. Et parce que ça n'a pas de précédent, il me semble aussi que les États certains États, pas tous, mais ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Parfois, ils n'ont pas fait très bien. J'en ai tout à fait conscience. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une crise sans précédent et qu'on n'avait pas de modèle pour la gérer et qu'on a fait de notre mieux. Alors, ce qui est frappant aussi quand même, c'est qu'on l'a géré, le monde a géré la crise un peu de la même façon que la Chine l'a fait. C'est la Chine qui a commencé et le monde a suivi. Voilà. Donc, alors, c'est une remarque. Donc, je ne sais pas moi-même que faire de ma propre remarque. C'est-à-dire, la Suède a montré qu'on pouvait faire autrement. Pendant un moment, on s'est demandé si la Suède était le bon modèle et le vrai modèle. Il semblerait qu'aujourd'hui, on se dise que ça n'a pas été le vrai modèle. Je pense qu'on a besoin de recul pour savoir si la crise a été gérée de la bonne façon. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, dire si la crise a été bien ou mal gérée. Je peux dire qu'en Israël, je trouve que trop de libertés ont été suspendues, trop facilement, sans discussion. Vous avez parlé des inégalités tout à l'heure, à l'ouverture du Forum économique mondial à Davos. L'ONG Oxfam a appelé le Covid-19 le virus des inégalités. Je pense que tout le monde pense à ça. Vous avez parlé des inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a, je pense, beaucoup d'inégalités entre générations et aussi entre les riches et les pauvres. On nous dit qu'à l'échelle mondiale, la fortune des milliardaires a augmenté de 3 900 milliards de dollars entre 18 mars et 31 décembre 2020. Voilà, je ne sais pas, peut-être on peut rentrer un petit peu plus dans ce monde des inégalités qui va probablement rester un petit moment avec nous. Oui, c'est bien ça que je faisais référence tout à l'heure. Il me semble, ce qui me semble moi inadmissible, c'est qu'on ne demande pas à ces entreprises, à toutes les entreprises, ces énormes entreprises qui se sont considérablement enrichies de la crise, pas malgré la crise, mais en fait qui
qui se sont enrichis de cette crise sanitaire. Il me semble inconcevable qu'on leur demande pas de faire des contributions massives pour aider à reconstruire notre société. Voilà, je dirais que ça. Et l'inégalité homme-femme, parce que je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que les choses se sont aggravées durant cette dernière année? Alors, elles se sont aggravées sans doute dans la mesure où le domestique a joué un rôle prépondérant. Vous savez, c'est un peu comme la crise, la guerre qui en Irak, avec l'Irak dans les années 91, me semble-t-il, où l'Irak menaçait de jeter des missiles sur Israël. Et du coup, c'était une guerre qui avait été menée dans les maisons, parce que les gens se réfugiaient dans leurs maisons ou alors dans des abris, mais c'était finalement une drôle de guerre, parce que c'était pas une guerre où les gens étaient sur un front, sur un champ de bataille, mais restaient cloîtrés dans leur maison. Et je dirais que encore beaucoup plus que ça, cette crise sanitaire a demandé une mobilisation sans précédent de la sphère domestique. Et la sphère domestique, c'est historiquement la sphère qui est la sphère féminine, où c'est la sphère où la femme en fait prend soin de la famille. C'est elle qui va cuisiner, qui va nettoyer, qui va rassurer, qui va prendre soin des enfants, du mari, etc. Donc, dans la mesure où la sphère du domestique est une sphère féminine et dans la mesure où cette crise a été gérée beaucoup à partir de la sphère domestique, je dirais que ça a accentué les inégalités, alors que, il faut bien dire, il y a eu en général, les hommes travaillent un tout petit peu plus. C'est-à-dire que avant la crise sanitaire, il y avait encore un écart assez important entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne le travail au sein de la maison, ce qui permet de parler de deuxième jour, de deuxième shift. Hein, on parle du second shift en anglais. C'est-à-dire qu'une femme rentre du travail et elle recommence en fait sa journée de travail à la maison. Et donc avec une différence assez importante avec les hommes. Cet écart a commencé à s'amoindrir dans les dernières années et je crois qu'il s'est agrandi pendant la crise. Il s'est à nouveau agrandi où souvent c'était les femmes qui étaient chargées de gérer les enfants qui étaient à l'école, qui étaient à la maison, et le nettoyage et la cuisine à la fois. Voilà. Alors ça porte préjudice aux femmes parce que très souvent quand une femme est perçue dans son lieu de travail comme étant trop responsable des enfants et de la famille, elle est du coup perçue comme n'étant pas suffisamment dévouée au succès de l'entreprise. Ceci dit, quand une femme donne le sentiment que l'entreprise est aussi importante que la famille ou plus importante que la famille, alors du coup elle paye aussi le prix d'être considérée comme une mauvaise mère et donc une femme sans cœur. Un peu le prix que Hillary Clinton avait payé à cause de son ambition, de sa présumée ambition, comme si les hommes n'avaient pas d'ambition. Donc je dirais que les femmes aussi, on semble avoir payé. Alors on sait aussi que une grande partie des chômages, des nouveaux chômages, sont des chômages féminins. D'abord parce que les femmes travaillent plus en flex time, à temps partiel,
Et donc, c'était plus facile, si vous voulez, de laisser partir ces gens-là. Et aussi parce que les femmes se sentent plus responsables de la famille et donc ont eu plus de facilité ont plus facilement, si vous voulez, renoncer à leur travail pour la famille. Donc, je dirais que les femmes il semblerait que les femmes aient été plus vulnérables sociologiquement, là où biologiquement elles l'étaient peut-être un peu moins. Et le sentiment amoureux, et ça sera ma dernière question, Eva Illouz, et le sentiment amoureux dans tout ça. Par rapport à La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, qui est paru en début 2020 au Seuil, est-ce que vous avez senti un changement, par exemple, cette année en 2020? Alors, il faut que je précise quand même, moi, je travaille pas proprement parler sur le sentiment amoureux. Je ne sais pas grand-chose de l'amour, finalement. Ce qui m'intéresse, c'est les influences du capitalisme sur nos pratiques culturelles et émotionnelles. Et ce dernier livre, que vous venez de mentionner, La fin de l'amour, c'est un livre qui pose la question de savoir comment l'idéal moderne de la liberté, qui s'est notamment traduit dans la liberté émotionnelle de choisir notre conjoint librement sans l'interférence des parents ou des familles, et qui s'est surtout aussi traduit par la liberté sexuelle. Alors, la grande question que je pose, c'est comment est-ce que cette liberté finalement a abouti quand on regarde son cheminement historique 50 ans ou 60 ans plus tard, à quoi elle a abouti. Et je suis forcée de constater que il ne s'agit plus seulement de choisir, mais il s'agit aussi de ne pas choisir. Et ce qui m'intéresse, c'est l'émergence de nouvelles pratiques qui sont des pratiques de relations que j'appelle négatives. Alors, aucun rapport avec positif-négatif, mais négatives dans le sens où il s'agit de relations qui sont minées par l'incertitude. L'incertitude sur le contenu de la relation et l'incertitude de savoir comment se comporter dans une relation. Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'émergence de l'incertitude dans une relation sociale qui jusqu'alors était plutôt très contrôlée et plutôt régulée par des règles et par des codes qui étaient connus de tout le monde. Donc, il s'agit d'un changement sociologique assez important et assez intéressant. Alors, je dirais que à cette incertitude dont je parle dans ce livre, qui est une incertitude sur les codes, sur les sentiments, sur le comportement, s'ajoute une nouvelle forme d'incertitude aujourd'hui, qui est l'incertitude sanitaire et dont nous avons parlé un petit peu auparavant. L'incertitude, et alors, pour les sociologues, ça pose la question de savoir aussi quand est-ce qu'on est dans la liberté, quand est-ce qu'on est dans l'incertitude et quand est-ce qu'on est dans l'anomie. Et l'anomie, c'est quand c'est le désordre. C'est le désordre. Alors, parce qu'il y a des incertitudes qui sont de l'ordre, si vous voulez, qu'on peut gérer. Et qui peuvent même être productrices de quelque chose sociologiquement. Si je suis incertaine, par exemple, sur ma propre valeur, je peux aller voir un psychologue qui va m'aider à gérer cette incertitude. Je peux être incertaine de l'amour de mon mari, je peux aller encore une fois chez un psychologue, acheter un livre, faire des workshops en sexologie pour améliorer ma relation sexuelle avec mon mari, etc. Donc, il y a des incertitudes qui sont sociologiquement productives. Mais il y a des incertitudes qui ne sont plus productives et qui produisent du chaos, en quelque sorte, et du désordre. C'était ça la sociologie de Émile Durkheim.
Et donc, ce que j'essaye, il me semble que là, il faut se poser la question de savoir à quel moment on va arriver dans de l'anomique, dans des situations anomiques, et quand est-ce qu'on passe de l'incertitude à l'anomie, et quand est-ce qu'on repart à de la liberté. Donc voilà, il me semble qu'on est véritablement dans une situation sociologique très intéressante où on passe constamment de la liberté à l'incertain, à l'anomique peut-être. Merci beaucoup, Michael. Merci infiniment, Eva Illouz.